Ok, voici le topo. Il y a toute une centurie du conclave qui a fait de ce bâtiment son camp de base pour nous retrouver. Pour passer inaperçus, ils n'ont pas leur équipement habituel, et sont grimés comme les clodos qui vivent sur cette terre en période post-apo. Ils ont ramené leurs armes réglementaires comme les fusils énergétiques Tigers, et aussi des fusils automatiques à poudre. Mais pourquoi ils ont fait ça? Certainement pour sortir en dehors de la base, sans trop se faire remarquer par les locaux. Mais ils ont des fusils du 21e siècle, ces cons. Ils se sont complètement gourés d'époque. Sûrement à cause de ces incompétents d'historiens du 29e siècle. Bref, ils sont aussi venus avec des matraques à charge électrique. Méfie-toi, en fonction du réglage, ça peut t'envoyer une châtaigne qui te met KO instantanément. Ok, je note. Ce sont des machines à tuer, des soldats surentraînés, prêts à tout pour ramener nos miches au 37e siècle. T'es sûr de ton plan? Bien sûr! À aucun moment ils vont s'attendre à une attaque frontale. On va miser sur l'effet de surprise pour en avoir le plus possible, et à nous leur machine temporelle. Mais je m'appelle pas Philippe! On se sépare. Retrouve leur machine temporelle. Reçu. Bienvenue à vous, guerrières et guerriers, et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques d'un maître d'armes. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo bien à l'ancienne et parler d'arts martiaux historiques européens. Ça faisait longtemps. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas présenter une arme ou un art martial en particulier, mais parler d'une situation de combat. Une situation moult fois vue dans les jeux vidéo, films et autres œuvres de pop culture. Et moult fois, j'ai dit que c'était une situation de merde, c'est quand on se retrouve tout seul face à plusieurs adversaires. Et oui, c'est vraiment une situation qu'on a coutume de voir dans les films et les jeux vidéo lorsque le héros affronte pléthore d'ennemis et leur casse tous la gueule. Moult? Pléthore? Tu t'es enfin acheté un dictionnaire? Ouais, je sais pas, c'est peut-être parce qu'on reparle d'AMHE, ça m'inspire. Ce genre de scène est ultra stylé et j'adore quand il y en a. Et d'ailleurs, je vous invite à me dire en commentaire la scène de combat à 1 versus plusieurs qui vous a le plus marqué. Ça peut être l'occasion d'en faire une petite vidéo. Personnellement, c'est la grosse baston dans la saison 1 de Into the Badlands. Je la trouve énorme cette scène. Et bien sûr, je ne compte pas le nombre de jeux vidéo qui nous offrent la possibilité de défourailler des dizaines d'ennemis sans fatiguer. La série qui me vient à l'esprit, c'est les Shadow of Mordor et Shadow of War. Mais enfin, vous vous en doutez, ce genre de situation n'est pas très réaliste. Et pour être très honnête avec vous, s'il y a bien une situation dans laquelle même le meilleur des guerriers n'a pas envie de se retrouver, c'est quand il doit faire face à plusieurs adversaires. Combattre en duel est déjà une chose terriblement délicate. Alors gérer plusieurs ennemis? Bon après, est-ce que c'est quelque chose qui arrivait souvent finalement? On va voir ce qu'en disent les maîtres d'armes. Alors il faut savoir que c'est quelque chose qui est quand même assez peu abordé par écrit. En même temps c'est logique, c'est une situation que l'on veut à tout prix éviter, donc c'était peu courant, et vu que écrire des livres c'est cher et qu'en plus les informations que l'on met dedans doivent être utiles pour vendre ses compétences ou un aide-mémoire pour le maître, on va à l'essentiel. Si l'on trouve d'innombrables situations différentes de combat en duel, avec diverses armes, à cheval, voire même avec des armes asymétriques, il n'existe pas à proprement parler, dans aucun traité, une section spécifique de combat contre plusieurs vauriens, avec des pièces précises montrant quelle technique aborder en fonction des gestes adverses. Cependant, il y a ça et là des maîtres d'armes qui en font mention. Et si on regroupe tout, on peut en tirer quelque chose d'assez pertinent et exploitable.
Dans un premier temps, nous allons voir ce que les maîtres pensent de cette situation. Ensuite, nous verrons les quelques cas concrets et conseils qu'ils nous apportent. Et nous répondrons enfin à une question très importante. Quelle est la meilleure arme à avoir quand on se retrouve dans une telle situation? Bon alors déjà, on a des mecs comme Fiore Deliberi, qui, je vous le rappelle, adore flex de ouf, qui disait que ce n'était pas un problème tant que les adversaires arrivent un par un. Et dans ce cas de figure, il pouvait en pourfendre des milliers. En fait, le mec, il pense que la vie, c'est les premiers Assassin's Creed avec les gars qui t'attaquent à la queue leu. Bon, ceci dit, il fait le malin, mais plus tard dans son traité d'escrime équestre, il fait une petite mise en scène où il se taille en courant après avoir abattu un homme car des renforts arrivent. Donc, courageux, mais pas téméraire non plus. Mais un autre maître d'armes italien plus tardif prend ce sujet un peu plus au sérieux. Et c'est Filippo Vadi. Maître d'armes italien assez connu, il a fait un traité qui est une référence pour pas mal de gens. Bon déjà pour lui, il faut engager ce combat que si vous n'avez plus aucune solution. Que c'est mort de chez mort et que tu vas devoir vendre chèrement ta peau contre plusieurs adversaires. Et il conseille d'ailleurs une arme en particulier, qui n'est autre que l'épée longue. Je vous le dis très souvent, mais selon moi, l'épée longue est l'arme la plus polyvalente et qui répond à le plus de situations possibles. Après, est-ce que c'est la meilleure dans ce cas de figure? Je ne pense pas, mais voyons ce qu'il en dit. Déjà, il suggère une épée longue légère, car il va falloir multiplier les mouvements sans s'arrêter afin d'harceler les adversaires. Et donc cela va générer pas mal de fatigue. Une épée pas trop lourde sera donc parfaite pour ne pas cramer son endurance trop rapidement. Il précise que l'infortuné guerrier qui se retrouverait dans cette situation ne devra pas épargner sa peine et son énergie s'il veut survivre à cet inégal affrontement. Et effectivement, lorsque l'on se retrouve face à plusieurs dangers, il ne faut pas leur donner l'occasion de nous encercler. Il faut le plus vite possible garder la main sur la situation. Il précise également qu'il faut adapter son style d'escrime, et en quelque sorte oublier certains fondamentaux de l'escrime de duel. Car si le coup d'estoc est souvent l'attaque privilégiée contre un seul adversaire parce qu'il est bien plus mortel qu'un coup de taille, contre plusieurs adversaires, Vadi nous dit de faire totalement l'inverse. Parce qu'un coup de pointe, ça ne va inquiéter que la personne visée. Alors que des coups de taille vont permettre de balayer une zone plus large et donc de tenir en respect plus de monde. Cela permet de gagner du temps pour analyser le groupe d'agresseurs et trouver qui est leur leader, et s'en débarrasser en premier. Mais vous allez voir que les estocades, bien que ce ne soit pas l'attaque idéale dans ce genre de situation, ça va quand même pas mal nous servir. Notamment pour faire des menaces stratégiques. En tout cas, Vadi nous apporte que de vagues conseils, mais il n'y a pas vraiment de cas concrets qui nous sont présentés. Mais ne vous inquiétez pas, il y a quand même des maîtres d'armes qui se sont penchés sur quelques cas bien précis, et notamment la situation où l'on se retrouve tout seul contre deux adversaires. Centurion. Halte. Le conclave veut Jascal vivant. Ok, reçu. Les flingues par là, les matraques avec moi. C'est parti. Chef. Et moi. Chef, je fais quoi? Chef. Les situations où l'on combat deux adversaires, on va pouvoir y réfléchir grâce aux écrits de Hans Stauffer, maître d'armes germanique du XVe siècle, et Giovan Antonio Lovino, un Milanais du XVIe siècle, dont le traité d'armes a été écrit pour le roi de France Henri III. Voilà, une petite anecdote au passage. Déjà pour eux, le mieux est d'être armé d'une arme à une main, comme un messer ou une épée, et avoir une arme défensive comme une bocle ou une cape. Bon, en vrai, c'est toujours pas les meilleures armes à avoir dans ce genre de situation, mais j'ai pas envie de vous spoiler la réponse, donc va falloir attendre un peu. Il préconise alors de se tenir entre les adversaires, avec un à sa droite et un à sa gauche. L'idée évidemment est d'avoir en premier celui à sa droite, car il est du côté de notre arme offensive. Oui, les gauchers n'existent pas, c'est une légende. Celui de gauche, il va falloir le faire temporiser. Celui de gauche, il va falloir le faire temporiser. Mais aussi l'inquiéter un peu parce que s'il sent qu'il n'est pas menacé, il va attaquer, donc c'est un juste équilibre à trouver. Et c'est là que les estocades entrent en jeu. Lovino explique alors qu'il faut amener la pointe vers l'adversaire de gauche, pour faire croire à une estocade de notre part, mais qu'il faut bien faire attention à orienter le tranchant de l'épée sur la droite, car la vraie finalité est de faire une feinte pour assonner un gros coup de taille sur l'adversaire de droite qui aura potentiellement baissé sa vigilance ou tenté une attaque. Après il donne un conseil assez utile, c'est de, si possible, se diriger à gauche quand on se déplace.
Déjà parce que si vous le faites suffisamment vite, vous allez très temporairement vous retrouver à 1 versus 1, car les adversaires vont se gêner. Et en plus, si vous tournez assez pour être à droite de l'arme adverse, il ne pourra faire que des coups en revers, qui sont beaucoup moins dangereux et vulnérants. Bon, évidemment, vos adversaires ne vous laisseront pas faire et feront tout pour vous encercler et annuler vos déplacements. Donc là, ça se jouera à qui est le plus vif et rapide entre vous et eux. En résumé, beaucoup de feintes des stocks et de frappes en taille. Et des déplacements plutôt vers la gauche pour que les adversaires se gênent. Pas facile quand même, hein. Bon, après, contre 2 adversaires, c'est bien mignon et allez, on va dire que c'est dans le domaine du gérable. Mais contre une multitude d'adversaires, on est marron là ou il y a des solutions? Eh bien, il va falloir se tourner vers l'auteur anonyme du manuscrit HS 3227A. Oui, des fois on s'emmerde pas à leur donner des noms. Ce manuscrit, il daterait d'entre 1390 et 1532. Bordel! On dirait la même fourchette horaire que les livreurs UP Space. Oui, je passerai chez vous entre Oula. 8h et 16h. Sujet sensible. T'attends un colis? J'ai vraiment pas envie d'en parler. Bref, pour la petite histoire, si cette fourchette est aussi large, c'est parce qu'on trouve sur le verso de la feuille 83 une sorte de calendrier commençant par l'année 1390. Et 1532, c'est la date présumée de la mort de son plus ancien propriétaire connu, Nicolaus Paul. En tout cas pour son auteur, il faut être totalement siphonné du bulbe pour s'attaquer à 4 ou 6 adversaires. À part si on a envie de passer pour une triple buse et se couvrir de honte. Il dit que, peu importe la valeur de tes parades, il y a bien une attaque qui finira toujours par passer. Donc il a un côté un peu moralisateur en mode arrêtez d'être con, faites pas ça. Bon, ceci dit, il rentre quand même plus dans le détail au cas où, t'es pas le choix, hein, un petit peu comme Vadi. Et encore, ses conseils sont là pour limiter les dégâts plus qu'autre chose. Bon alors, première chose, il n'envisage ce cas de figure que contre des piètres escrimeurs, ce qu'il appelle des paysans. Parce que oui, effectivement, c'est déjà assez compliqué comme ça, alors si tu t'amuses à le faire contre des gens expérimentés, autant se suicider tout de suite. Je préfère me suicider plutôt que mourir. Et ensuite, eh bien, voici son conseil. Plus sérieusement, il dit qu'il ne faut jamais laisser un adversaire se placer dans son dos, logique, mais aussi pile en face de soi, pour éviter qu'il ne nous gêne dans nos déplacements. Pour ce faire, il faut essayer de le décaler en faisant un petit jeu de pointe avec son arme, qu'il appelle la roue du pan. Le Pfoben sa gueule! On dirait le nom d'un boss final de JDR. Je vais le noter, tiens. Il dit aussi de ne jamais laisser un adversaire arriver par notre gauche, et c'est plutôt logique vu que c'est notre côté vulnérable quand on est avec une épée longue. Et après, il nous ressort 2 tactiques à adopter, qui ne sont pas incompatibles entre elles, c'est juste qu'il faut utiliser l'une ou l'autre en fonction de la situation. La première, c'est une tactique plutôt statique quand on se retrouve en position favorable. Il conseille de se mettre dans la garde de la porte de fer, la pointe au sol, et d'utiliser diverses techniques de feinte et des attaques comme le Wechelhau, qui signifie coup changeant, qui ressemble à ça. Et il conseille aussi d'utiliser la fameuse technique de la binette. Et oui, tous les noms de techniques ne marchent pas forcément dans un shonen. Cette technique se nomme ainsi car c'est une succession de coups de haut en bas francs, droit devant soi, avec des petites remontées en utilisant un mouvement de poignet rapide. Comme si on utilisait une pioche pour biner la terre. Oui, biner est un vrai verbe. Et ceci dans l'espoir de pouvoir intercepter une frappe adverse et lancer un contre. Il conseille aussi, pour finir sur cette stratégie, de faire des parades avec des écartés, des Abzerzen. Bon après, il est très difficile de faire la technique du Abzerzen parfaitement, parce qu'elle est censée être une parade conjointe à un coup d'estoc quasi simultanément. C'est pas juste une parade d'opposition. Mais là, je pense qu'il conseille de faire ce genre de parade afin de se mettre en sécu et d'être constamment menaçant. La seconde stratégie, c'est de, je cite, s'enfuir bravement. Mais pas s'enfuir dans le sens prendre ses jambes à son cou et essayer de se barrer du combat. Mais plutôt de courir en tenant son épée bien au-dessus de la tête, et si un ennemi approche en courant pour vous rattraper, il faut alors bondir sur le côté et le frapper, en espérant que l'élan de sa course plus la surprise de nous voir bondir nous permettent de le toucher. Et puis on recommence. Ah, bah tu vois que sauter ça peut être utile. À situation désespérée, technique désespérée. C'est vraiment électrique ce truc-là? Ah, regarde.
tout cas, ce genre de stratégie, décrite avec une épée longue dans notre cas de figure, est applicable avec pas mal d'autres armes comme l'épée seule accompagnée d'une bocle. Mais ça ne répond toujours pas à notre question, hein. Est-ce qu'il y a une arme parfaite pour remplir ce rôle? Les armes d'ast, ça pourrait être pas mal. Bonne allonge, un bon pouvoir de taille et des stocks si par exemple on a une hallebarde ou un glaive, mais elles ne sont pas abordées dans les traités pour la simple et bonne raison que ce sont des armes utilisées en formation, lors de batailles, et qu'il est plus important d'apprendre à se coordonner avec ses camarades plutôt que d'apprendre à s'en servir seul contre plusieurs adversaires, parce que normalement cette situation n'arrive pas. Enfin après, ceci dit, c'est aussi des armes d'autorité pour protéger les VIP, mais le garde n'est jamais tout seul, et bon, c'est une situation un peu particulière. Je pense d'ailleurs que j'en ferai une vidéo un jour. La meilleure arme pour protéger quelqu'un. Vous m'en direz des nouvelles. Et ensuite, le problème avec une arme d'ast, c'est qu'elle garde pas mal de faiblesses techniques. Si par exemple un adversaire passe votre fer et vous atteint, bah vous êtes fichu, parce qu'il va falloir que vous vous défendiez avec votre hampe au corps à corps, et ses camarades pourront en profiter. Bon allez, je ne ménage pas plus le suspense, et je pense que si vous êtes habitué à la chaîne, vous avez deviné de quelle arme je vais parler. S'il y a bien une arme qui est conçue pour affronter plusieurs adversaires, c'est la grande épée à deux mains, aussi appelée Zweihander ou Montante. Effectivement, il faut se tourner vers les auteurs comme le portugais Diogo Gomes de Figueiredo ou l'italien Di Grassi pour avoir de plus amples informations sur l'utilité de cette arme contre moult adversaires. Bien plus imposante et grande que l'épée longue, on est à l'inverse de Vadi qui dit de privilégier une arme légère. Mais sauf qu'ici, on n'est pas n'importe qui. Vu qu'on utilise une grande épée à deux mains, on est gaillard, on est un soldat d'élite, choisi pour sa grande force et son courage. Et l'explication est toute simple, hein. Il suffit de vous montrer comment s'utilise cette arme pour que vous compreniez pourquoi elle serait parfaite contre plusieurs adversaires. Il faudrait peut-être qu'un jour je refasse d'autres rushs de gens qui utilisent des Montante, parce que vous commencez à l'avoir vu pas mal celle-là. Hein. C'est une arme ayant un usage défensif et dissuasif, capable de balayer plusieurs ennemis d'un coup, et, si elle est très bien utilisée, peut permettre à un seul homme de tenir très longtemps contre une multitude de vauriens. Que ce soit pour protéger un porte-enseigne lors d'une bataille, tenir une rue ou une place face à une révolte civile, ou le pont d'un bateau lors d'une bataille navale. Ou un pont tout court d'ailleurs. Mais je n'en dis pas plus sur cette arme, sachez que voilà, c'est vraiment celle qui est parfaitement conçue pour combattre plusieurs adversaires, mais je compte faire un reboot de la vidéo que j'avais fait il y a longtemps sur la grande épée à deux mains. Mais bon, vu qu'elle est pas terrible et que je me suis quand même pas mal amélioré depuis, je pense que c'est pertinent de refaire le sujet. Puis pour être honnête, elle est pas terrible. Ça y est, t'es comme l'Hollywood du 21e siècle, quand t'as plus d'idées c'est reboot. Bon après je triche, je vous dis que c'est la meilleure arme dans ce cas de figure, mais il y en a une autre qui est vraiment pas mal. Et c'est l'armure complète, le harnois. Car oui, selon les critères de l'époque, une armure est une arme. Équipée de cette manière, si vous êtes face à des gugus pas aussi bien équipés, vous serez un véritable tank pouvant assez encaisser de coups pour gagner votre combat. Et c'est d'ailleurs ce que montre cet excellent court-métrage d'Adorea que vous voyez en ce moment même, et je pense qu'on en fera une vidéo réaction sur la chaîne secondaire si vous le voulez bien. Et certainement que vous allez me poser la question, mais en dehors de l'Europe, je ne vois que notre cher samouraï Miyamoto Musashi qui a abordé ce cas de figure dans le traité des 5 roues. J'en parle d'ailleurs dans la vidéo consacrée. Mais après, je ne sais pas s'il existe d'autres manuscrits d'armes étrangers à l'Europe, on va dire, qui abordent cette thématique. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le combat contre plusieurs adversaires, ça n'émeut pas vraiment les foules et que les maîtres d'armes sont quand même avares en écrit sur ce sujet. Sujet. Je vais passer chez Soch, hein. Enfin bref. Bon, ceci dit, il est à peu près certain que ça devait être largement abordé oralement entre les maîtres et leurs élèves. Car je doute fort quand même que ce soit des situations si exceptionnelles que ça et que ça pouvait vraiment arriver à n'importe qui. Mais ça ne reste pas un sujet assez important pour le coucher par écrit. De plus, pour être honnête, les bases par rapport au duel restent les mêmes. Il faut simplement adapter sa stratégie, son état d'esprit et ses déplacements. Et il y a certaines logiques qui changent. Mais si vous avez les bases du duel, vous pouvez réussir à vous adapter contre plusieurs. Mais ce qui est certain, c'est que si vous n'avez ni de grande épée à deux mains, ni d'armure, le mieux à faire, ça reste de prendre ses jambes à son cou. J'ai jamais compris cette expression d'ailleurs.
Les gars? Y'a quelqu'un? Je fais quoi? Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie infiniment les différents partenaires d'avoir participé à la création de cette vidéo. Que ce soit les copains du club de Clermont d'AMHE de Feu et d'Acier qui ont bien voulu jouer les cascadeurs, l'entreprise Place au Jeu qui nous a gentiment offert les flingues que vous voyez pendant la vidéo. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez par exemple faire du laser game ou autre truc. Ils proposent pas mal de choses et c'est vraiment génial. Et je remercie évidemment le Centre de pratique artistique et culturelle contemporain de la Croix de Fer de nous avoir prêté son lieu de tournage. C'est un espace de création artistique qui se situe dans la ville de Thiers en Auvergne et qui est vraiment génial. Son propriétaire est adorable et si vous voulez un espace de création, que vous soyez photographe, peintre ou même pour tourner un autre court-métrage comme je l'ai fait, n'hésitez surtout pas à le contacter, tous les liens sont dans la description. Et bien sûr, tout cela ne serait pas possible sans les donateurs du Kiss Kiss Bank Bank. J'espère que vous êtes contents de ce que j'ai pu vous offrir grâce à vos dons. N'hésitez pas non plus, le lien est dans la description. En tout cas, je vous remercie infiniment, et en attendant le prochain épisode, gardez l'esprit affûté.